Le bus, les Bleus en grève revient sur l'un des plus grands traumatismes sportifs français du XXIe siècle. Knitsa 2010, la Coupe du monde sud-africaine. L'équipe de France barricadée dans un autocar, refusant de s'entraîner sous les yeux des caméras. Un moment si absurde, si théâtral, si parfaitement français dans sa façon de mélanger orgueil, effondrement collectif, communiqué mal rédigé et crise institutionnelle qu'il semble presque avoir été écrit par un scénariste trop sûr de son symbole. Le film ne raconte pas seulement une grève, il raconte une image, un bus immobile, un véhicule qui ne transporte plus personne, mais qui contient tout, la honte, la colère, la lâcheté, la solidarité mal pensée, les rancunes anciennes, les fractures de vestiaire et cette passion nationale pour le désastre, dès lors qu'il peut être commenté en boucle. Cinéphiliquement, c'est fascinant. Parce que le bus devient un décor mental. Il n'est plus un simple autocar, il devient un huis clos invisible, une boîte noire, un confessionnal sans confession, presque un MacGuffin Hitchcockien. Tout le monde parle du bus, tout converge vers le bus, mais le bus lui-même ne fait rien. Il attend, il absorbe, il devient l'objet autour duquel se réorganise toute la mémoire du football français. Et pourtant, le documentaire a une limite très nette. Il est très à charge contre Raymond Domenech. Pas seulement parce que Domenech y apparaît sous un jour défavorable, cela à la rigueur pouvait être inévitable tant son mandat s'est terminé dans une forme de naufrage public, mais le film construit presque toute sa dramaturgie autour de lui, comme s'il fallait donner un visage unique à une décomposition collective. Domenech devient le personnage central du désastre, l'homme dépassé, le sélectionneur isolé, le metteur en scène raté d'un spectacle qui lui échappe. Le problème, c'est que Knizna n'est pas seulement l'échec de Raymond Domenech, c'est l'échec d'un système entier. La Fédération française de football, les joueurs, l'encadrement, les médias, le pouvoir politique, la dramaturgie nationale autour des valeurs. Tout cela participe à la catastrophe. Le film le suggère mais revient constamment vers Domenech, comme si le récit avait besoin d'un coupable principal pour tenir debout. C'est très efficace, mais c'est aussi un peu facile. Domenech est un personnage de cinéma idéal. Il a une raideur, une diction, une manière de se tenir face au scandale qui attire naturellement la caméra. Il semble toujours à la fois présent et absent, responsable et spectateur, central et marginal. Il parle comme quelqu'un qui voudrait reprendre le contrôle du récit, mais le récit semble déjà lui avoir échappé. Le montage le sait très bien et en joue énormément. Le documentaire devient alors moins une enquête qu'un procès. Un procès élégant, nerveux, bien rythmé, mais un procès tout de même. Chaque archive, chaque témoignage, chaque silence semble venir charger un peu plus la barque, ou plutôt le bus, puisque tout finit toujours par revenir à lui. Le film a son accusé, son décor, ses témoins, ses pièces à conviction, il ne manque presque plus que le greffier. Le face-à-face entre Raymond Domenech et Patrice Evra est évidemment le cœur dramatique du film. Là, le bus quitte le documentaire sportif pour entrer dans une forme de western verbal. Deux hommes reviennent sur un champ de ruines, chacun avec sa version, sa blessure, sa mémoire des faits. On n'est plus dans l'analyse tactique, on est dans la revanche symbolique. Qui a trahi qui a perdu le groupe, qui a parlé, qui aurait dû parler, qui s'est tu. Ce moment est fort parce qu'il condense toute la tragédie de Knitsa. Une parole impossible. Tout le monde voulait parler, mais personne ne savait vraiment à qui. Aux journalistes, aux supporters, à la fédération, à l'entraîneur, aux coéquipiers, à soi-même. Le but devient alors le lieu paradoxal d'une mutinerie muette, une grève spectaculaire mais politiquement illisible, une révolte qui ne sait pas produire son propre sens. C'est aussi là que le documentaire rejoint une grande tradition du cinéma de groupe en crise. On pense aux films de vestiaire, bien sûr, mais aussi aux films de troupe en décomposition, aux récits où une communauté enfermée commence à révéler ses fractures. Et il y a quelque chose d'un 12 hommes en colère inversé. Sauf qu'ici, personne ne cherche vraiment la justice. Il y a quelque chose d'un film d'Atman malade, avec plusieurs voix qui se superposent sans jamais former une harmonie. Et il y a même par moments une absurdité presque buñuelienne. Des hommes enfermés dans un lieu dont ils pourraient sortir mais dont ils deviennent prisonniers par orgueil, par peur ou par logique de groupe. Le grand contre-champ absent, cependant, c'est celui de la France de 2010. Le documentaire rappelle le scandale, mais n'explore pas toujours assez le climat politique et médiatique qu'il a transformé en affaire nationale. À l'époque, les Bleus ne sont plus simplement des footballeurs ayant raté leur Coupe du Monde. Ils deviennent des symptômes, des symboles de tout ce que la société française veut projeter sur eux. Argent, banlieue, arrogance, manque d'autorité, crise de l'identité nationale, fantasme de la décadence. Ce hors-champ est essentiel. Sans lui, Gninsna risque de devenir une simple dispute entre
montre forte tête. Avec lui, l'affaire devient beaucoup plus vaste, une crise du récit national. Après Les Yeux dans les Bleus, film fondateur de l'euphorie de 98, le bus apparaît presque comme son négatif malade. En 98, le vestiaire devenait une chapelle républicaine. En 2010, l'autocar devient un bunker de ressentiment. Même couleur, autre texture. Le bleu n'est plus celui du rêve collectif, mais celui du constat d'huissier. C'est en cela que le film est passionnant malgré ses déséquilibres. Il filme moins le football que l'impossibilité de faire encore nation autour du football. Le ballon a presque disparu, le terrain aussi. Il reste des corps assis, des regards fuyants, des archives télévisées, des micros tendus, des phrases qui reviennent avec 16 ans de retard. Le sport devient un matériau de cinéma politique, mais un cinéma politique qui n'ose pas toujours aller jusqu'au bout de sa propre matière. Car le vrai sujet qui aurait pu être comment une équipe devient-elle le réceptacle de toutes les névroses d'un pays. Comment un échec sportif se transforme-t-il en rituel d'expiation collective? Comment un bus arrêté devient-il plus célèbre que n'importe quel match disputé par cette équipe? Là, le film touche quelque chose de très fort, mais préfère souvent revenir à la mécanique plus lisible du règlement de compte. Il faut reconnaître néanmoins que cette mécanique fonctionne. Le bus Les Bleus en grève est tendu, prenant, parfois cruel, souvent brillant dans sa manière d'utiliser les archives. C'est un documentaire qui avance comme un thriller déjà connu. On sait ce qui va arriver, mais on regarde quand même. Parce que l'intérêt n'est plus dans le suspense des faits, il est dans la reconstitution des responsabilités, dans la manière dont chacun tente de sauver un morceau de sa version. Le film laisse donc une impression ambivalente. D'un côté, il offre une plongée passionnante dans l'un des grands psychodrames du sport français. De l'autre, il donne parfois le sentiment d'avoir trouvé un coupable avant d'avoir pleinement exploré le système qu'il a produit. Raymond Domenech apparaît comme le visage commode d'un échec beaucoup plus vaste. Il n'est sans doute pas innocent dans cette histoire, mais le documentaire semble parfois oublier que le naufrage fut collectif. Au fond, Le Bus est un très bon film procès, mais il aurait pu être un grand film système. Il préfère l'affrontement des mémoires à l'archéologie complète du désastre. Il choisit la tension dramatique plutôt que la complexité totale. Ce choix donne un documentaire efficace, mordant, parfois jubilatoire, son côté tribunal et moteur diesel, mais aussi légèrement déséquilibré. Knizna reste ainsi ce qu'il a toujours été, non pas un simple accident sportif, mais une scène primitive, à un moment où le football français s'est regardé dans une vitre teintée et n'a pas aimé ce qu'il voyait. Le bus n'a jamais vraiment démarré, mais l'image, elle, elle roule encore.